conférence de presse. Il s'agit simplement de marquer ici à l'Assemblée nationale, dans le territoire qui est celui des parlementaires et des élus de la République, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, de dire et de souligner un événement qui n'est pas sans importance. Et je vous remercie beaucoup, mes chers collègues, sénateurs, députés, et puis les journalistes, bien sûr, qui sont ici, d'être venus. De quoi s'agit-il? Il n'y a pas une grande originalité à dire, même si on n'est pas un militant toujours de l'idée méditerranéenne et de l'idée de communauté de destin dans les pays méditerranéens. Il n'est pas très original de dire qu'en ce moment, il y a un déséquilibre entre les nouvelles qui nous viennent du bassin oriental de la Méditerranée et des pays qui l'entourent, évidemment la Syrie, mais aussi les inquiétudes qu'on peut avoir avec le Kurdistan, avec la Turquie, avec la Russie qui, par la mer Noire, regarde de près ce qui se passe évidemment dans l'espace méditerranéen, l'Irak qui n'est pas loin, et puis il y a toujours la question avec l'attentat qui a eu lieu récemment, qui est posé par Israël et la Palestine. Il y a la situation en Égypte qui retient bien sûr notre attention, et puis la Libye qui retient plus que notre attention, toutes nos craintes pour l'avenir de Daesh et pour l'avenir du terrorisme et de ce qui se passe au sud de pays qui sont nos amis proches et dont nous avons vivement besoin, comme d'ailleurs de tous nos amis méditerranéens, c'est-à-dire les pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, sans parler de la Mauritanie, qui appartient par l'Union du Maghreb arabe uni à l'espace méditerranéen. De même que le Portugal, qui n'est pas vraiment méditerranéen par la géographie, appartient également à cet espace. Et ces pays que je viens de citer ont besoin, et leurs peuples surtout, ont besoin d'avoir peut-être une nouvelle qui équilibre un peu, sinon une nouvelle en tout cas, savoir qu'il existe des instances où on travaille pour la paix et la coopération en Méditerranée, et que jamais plus que maintenant, on a pu observer, en tout cas moi dans mon expérience de politique méditerranéenne, en tant que président de région pendant 18 ans de la région Provence-Côte d'Azur, en tant que membre de la Commission des Affaires étrangères et président à un moment, m'étant particulièrement concentré sur cet aspect des choses qui me paraît très important pour la France. D'autant que la France, curieusement, a, le Quai d'Orsay en est un peu l'expression dans son organisation, il y a, quand on parle du sud de la Méditerranée, il y a en effet une direction du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Et puis si on parle du nord de la Méditerranée, alors c'est l'Europe qui est concernée. Mais curieusement, il n'y a pas véritablement une structure qui permette de prendre en compte ces éléments qui font que quand il se passe quelque chose en Palestine ou à Jérusalem ou en Israël, ou quelque chose en Syrie, ou quelque chose au Liban, bon, je suis allé, comme vous sans doute, très souvent au Liban, on sent bien que nous avons, nous Français, besoin du Liban. Et que jamais, même si un président a été enfin élu au Liban, jamais la situation de ce pays n'a été autant fragile. Et pourtant, pour la France, pour sa langue, pour sa culture, pour ses mœurs, pour son approche de l'Orient, le Liban est évidemment essentiel. Il en est de même de la Jordanie, qui n'a pas évidemment la même histoire que le Liban, mais ce sont des pays qui, avec la Turquie, reçoivent en ce moment, traversent une épreuve extrêmement lourde, et cette épreuve se traduit par des problèmes de violence, des problèmes d'attrait d'un certain nombre de pays du bassin occidental, surtout des jeunes qui partent pour le djihad ou qui vont revenir d'Irak et de Syrie et qui inquiètent beaucoup nos amis tunisiens, qui nous inquiètent nous aussi, comme toute l'Europe et l'Allemagne, l'Angleterre et d'autres pays. Bref, nous sommes dans un moment où il y a besoin, me semble-t-il, de montrer qu'il existe des hommes et des femmes de bonne volonté qui, sur la condition de la femme, qui, sur la lutte contre le terrorisme, puisque dans la lutte contre le terrorisme, ça n'est pas le Nord et les pays non musulmans officiellement qui sont en cause, nous faisons cause commune, et nous le voyons bien par nos services de renseignement, par les contacts politiques, par les contacts entre les armées de ces pays, avec notamment l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Également, nous avons eu quelquefois honte, et quelquefois la honte d'ailleurs perdure,
ce qui me concerne, de voir que l'Europe n'était pas capable de donner une visibilité, si tant est qu'il y ait une politique européenne pour faire face au problème des migrants. Et on a, depuis plusieurs années, eu le malheur, désagrément moral profond, de voir la Grèce et l'Italie et les régions les plus pauvres de la Grèce et de l'Italie, la Sicile, la Calabre, la Basilicate, les Pouilles, en Grèce, les îles qui sont proches de la Turquie, accueillir, alors que ce sont des populations extrêmement pauvres, accueillir ce dont l'Union européenne ne s'occupait guère. Et alors il y a eu une amélioration, je n'ignore pas ce qui a été fait par l'Europe, mais nous sommes loin du compte quand on sait ce qui se passe réellement encore en Sicile ou du côté des îles grecques. Donc voilà, il me semblait important de rappeler, s'il est possible d'atteindre, et je remercie les journalistes ici présents, de rappeler à l'opinion publique que la Méditerranée n'est pas un lieu qui est condamné à la fureur, à la violence, au racisme, au rejet de l'autre, d'autant que pour la France, cet espace et ces problèmes ne s'arrêtent pas à Alger. Quant à Marseille, que je connais bien pour y avoir présidé la région pendant 18 ans, il y a la moitié de la famille, et que l'autre moitié de la famille réside à Alger. Il est évident que toute souffrance venue de Syrie, de Palestine, arrive à Alger et ne s'arrête pas à Alger. Elle passe à Marseille, elle remonte jusqu'à Paris. Et donc, nous avons, avec quelques millions de Français, citoyens de culture musulmane, de religion musulmane, nous avons maintenant un problème sérieux qui se pose à notre société, à notre conception de la laïcité. Et puis, il y a la peur que suscite le terrorisme chez nos compatriotes, peur que suscite le terrorisme, peur du voisin, quand la télévision nous montre que le terroriste qui peut demain tuer est un garçon qui était très aimable, qui ne portait pas la dame d'à côté, qui était gentil à l'école, et qui tout d'un coup, aux grandes dames de la dame ou de monsieur qui habite dans son appartement, est un voisin qui peut peut-être être agressif, et au-delà de ce qui est imaginable. Voilà, donc il me paraissait très important que les parlementaires qui ont une diplomatie à leur disposition, en parlementant précisément, les gouvernements ne peuvent pas parlementer, ils discutent, et on voit combien souvent les réunions qui sont pleines porteuses d'espoir débouchent sur des recommandations, des inquiétudes, des préoccupations qui ne coûtent pas cher, qui ne donnent absolument rien, mais qui rendent les gens de plus en plus désespérés devant ces suites de conférences fort utiles, mais qui bien souvent se terminent par des vœux, disons-les, pieux. Donc il y a une institution que peu de gens connaissent en Méditerranée et qui joue un rôle important, et finalement aussi important que celui de l'Union des régions méditerranéennes, pour laquelle, étant présidente de cette instance à une certaine époque, région méditerranéenne de l'Europe, mais en communion et en communication avec les régions du Sud, nous avions lancé un appel en disant notre honte, il y a 2 ans, en lançant l'idée de « nous sommes tous méditerranéens », qui avait été bien reprise, et notamment une centaine de parlementaires avaient répondu à cet appel des Italiens et des Grecs pour que l'Europe fasse davantage, et que la voix de la France se fasse davantage entendre. Alors j'ai déjà été un peu long, et je vais être plus rapide maintenant. Il existe depuis longtemps une affinité, évidemment, que reconnaissent bien volontiers ceux qui sont parlementaires, et qui, au sein de l'UIP, que vous connaissez, l'Union interparlementaire, avaient pris l'habitude de se regrouper. Je vous parle d'années lointaines, certains d'entre vous n'étaient pas nés, mais j'étais né moi-même, hélas, tant mieux, et j'ai donc largement participé à des réunions qui se tenaient entre parlementaires de l'UPI, rassemblés par l'UPI, et qui se tenaient pour parler de la Méditerranée et de nos problèmes communs. Pour parlementer, c'est-à-dire pour libérer la parole et sortir de la diplomatie d'État qui est toujours un peu contrainte. Ce rassemblement a prospéré, il
il est devenu une sorte de conférence, c'est un terme qu'on a oublié aujourd'hui, sur la sécurité et la coopération en Méditerranée, la CSCM. Et cette CSCM, eh bien, est devenue peu à peu, entre 1992 et 2005, je regarde les dates pour ne pas me tromper, une assemblée qui a décidé de matérialiser, de concrétiser son existence. Il y a eu donc une dernière conférence plénière de la CSCM à Nopli, en Grèce, c'était en 2005, et une session inaugurale de l'Assemblée parlementaire méditerranéenne qui s'est tenue en septembre 2006 en Jordanie, à Amman. Il y a donc de cela 10 ans. Alors, cette Assemblée parlementaire méditerranéenne, ce n'est pas le Parlement de Strasbourg, les députés ne sont pas élus pour être parlementaires méditerranéens, ils sont désignés par leurs collègues. Ici, nous avons une délégation du Parlement français qui est modeste, qui comprend, bien sûr pas par les personnalités, mais modeste par le nombre. Il y a pour l'Assemblée nationale Laurence Dumont, qui est la première vice-présidente de l'Assemblée qui s'occupe des affaires internationales et qui est très militante. Elle sera à notre prochaine réunion plénière à Porto, au Portugal, où nous élirons notre nouveau président qui sera portugais. Il y a Camille de Roccassera et moi-même pour l'Assemblée nationale. Pour le Sénat, Simon Sutour et François Commet. Et cette délégation a été très active et elle a observé, comme moi-même, que l'APM, l'Assemblée parlementaire méditerranéenne, avait besoin d'être plus à la hauteur de ce qu'elle pourrait apporter de réconfort, d'esprit de paix, de fraternité, de lutte contre le racisme, d'échange d'expériences, de propositions à faire avec plus de liberté que ne le font naturellement les diplomates ou les gouvernants. Et donc, cette APM a installé son siège à Malte. Pourquoi Malte? Parce que quand on regarde le cadre de la Méditerranée, Malte paraît idéalement située entre l'Europe et l'Afrique. Hélas, pendant 10 ans, jusqu'à maintenant, nous sommes restés à Malte, à La Valette, et nous nous sommes heurtés au fait que, tout en étant au centre de la Méditerranée, il n'était pas très facile de réunir rapidement les parlementaires méditerranéens à Malte, qu'il fallait passer par Francfort ou d'autres lieux encore plus éloignés pour arriver jusqu'à La Valette. Et il s'est créé peu à peu une soif de la part des parlementaires de voir les choses évoluer et prendre un tour nouveau et plus fort en matière de communication. Et pour ça, il fallait qu'on trouve une ville qui soit bien reliée à toutes les capitales méditerranéennes, ce qui n'est pas le cas de La Valette, et une ville qui permette peut-être d'ouvrir une nouvelle étape où la communication des parlementaires méditerranéens, qui ne sont que des pays riverains de la Méditerranée, se fasse mieux sentir. C'est alors que, ayant examiné la situation au cours de nombreuses réunions, et notamment à New York, parce qu'il se trouve que l'APM est la seule organisation méditerranéenne qui soit reconnue par les Nations Unies avec un statut d'observateur. Donc chaque année, je me suis rendu à New York pour cette raison, lors des assemblées plénières, et en observant combien, en effet, le secrétariat général des Nations Unies était attentif, en tout cas avec le secrétaire général que nous avons eu jusqu'à maintenant, à ce que faisait l'APM et ce qu'elle pouvait faire avec un certain nombre de missions de paix. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur d'avoir un Portugais à la tête des Nations Unies, qui est donc tout à fait décidé à soutenir davantage encore l'APM, qui est donc membre avec un statut d'observateur des Nations Unies. L'APM a une autre particularité, c'est qu'elle rassemble des parlementaires qui représentent absolument tous les pays riverains de la Méditerranée. Il y a donc 27 pays qui sont représentés par des parlementaires et nous avons évolué vers l'idée d'un changement de siège pour rendre le travail plus commode et pour rendre la lisibilité de nos travaux et la possibilité de mieux travailler pour la place des femmes en Méditerranée, pour les problèmes qui se posent aux jeunes, pour les problèmes qui se posent aux pays qui dépendent d'un tourisme de masse et qui sont profondément touchés et blessés dans leur économie, comme le Maroc ou la Tunisie ou l'Égypte. Bref, 1000 problèmes dont l'urbanisme en bord de mer, dont la pollution de la mer, la pêche en Méditerranée,
Méditerranée, l'évolution climatique qui fait que du côté sud, le problème de l'eau conduit de plus en plus naturellement des peuples du sud du Sahel à essayer de venir en Europe. Donc, terrorisme, guerre en Syrie, et elle n'est pas terminée, vie économique et commerciale, façon d'aborder les problèmes de manière plus humaine, les députés, vous avez remarqué, les sénateurs, étant des personnalités qui entendent et écoutent au plus proche leurs électeurs, donc les réactions de l'opinion publique. Le racisme, la violence, ou au contraire, la bonne volonté et l'attrait pour la Méditerranée et l'intérêt pour la Méditerranée. Il y a un problème culturel également, c'est que les gens sentent bien que dans l'Europe dans laquelle se construit en ce moment ou se déconstruit, la France a absolument besoin, pour sauvegarder son identité culturelle, qui ne doit pas tomber entre les mains de gens qui traitent le problème d'une manière extrémiste, qui n'est pas acceptable pour des républicains. Il y a une identité culturelle, je parlais du Liban, mais la France, évidemment, avec aujourd'hui les problèmes d'ailleurs que cela pose de la laïcité, a besoin d'un dialogue parlementaire entre les pays qui ont un régime qui reconnaît une place particulière à la religion, en l'occurrence l'islam, ou pour Israël la religion juive. Il y a donc là, en effet, des sujets qui devraient permettre aux parlementaires de s'adresser et de faire participer à leurs travaux la société civile et la jeunesse. Et de ce point de vue, il m'a paru possible et accepté par tous la candidature, si nous quittions La Valette et Malte, la candidature de Marseille. Pourquoi Marseille et pas Paris? Parce que je pense que les Espagnols n'ont pas eu une mauvaise idée en choisissant de jouer la carte non pas de Madrid, mais de Barcelone pour jouer un rôle important en Méditerranée. Et du côté du gouvernement et de personnalités de droite comme de gauche, il m'a semblé que l'idée était retenue avec intérêt, et évidemment, le premier étant le maire de Marseille, je l'ai rencontré hier, qui verrait d'un très bon œil l'installation du siège du Parlement méditerranéen à Marseille. Par rapport au Parlement européen de Strasbourg, c'est pas la même chose, mais il y a une petite idée qui est intéressante. Et puis par rapport à Barcelone, dont les résonances deviennent moins perceptibles, vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques temps. Donc j'ai proposé, avec l'accord du président de l'Assemblée nationale, M. Bartolone, avec l'accord du Sénat et du président du Sénat, dont le nom n'échappe pas, et des sénateurs, bien sûr, qui font partie de la délégation au Parlement méditerranéen. Donc, nous avons porté un message demandant, en effet, que si, il n'y avait rien contre Malte, bien sûr, mais si l'Assemblée méditerranéenne décidait de quitter Malte pour mieux travailler et avec une meilleure commodité de relations entre nous, entre pays méditerranéens, entre parlements méditerranéens, eh bien, la candidature de Marseille était proposée et soutenue par le Parlement français. Et c'est donc muni de cette proposition, et après avoir naturellement, prudemment, c'était la moindre des choses, pris le sentiment des pays arabes méditerranéens, d'Israël et de la Palestine, car, je vous le répète, c'est la seule instance méditerranéenne reconnue par les Nations Unies d'une part, mais aussi où les représentants de la Palestine et les représentants d'Israël acceptent de travailler côte à côte. Ce n'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'après le début de la séance, tout le monde reste autour de la table et continue à travailler en bonne entente, ce qui est tout à fait remarquable. Donc la proposition de transférer, si la décision de quitter Malte était prise, devait être l'affaire du bureau qui s'est tenu à Rome à la mi-décembre, le 16 décembre exactement. Nous avons entendu le bureau qui comprend des pays dont il est intéressant de connaître la liste. Il y a en effet dans ce bureau, vous l'avez d'ailleurs dans vos dossiers, il y a bien sûr la France, compris, il y a l'Algérie, Israël, l'Italie, la Jordanie, le Maroc, la Palestine et le Portugal, tous pays qui sont ceux qui participent le plus à l'activité du Parlement méditerranéen, qui sont assez représentatifs également
de ce qui se passe sur la rive sud, est et européenne. Ce bureau donc s'est réuni à Rome et il a décidé, après avoir entendu les représentants de Malte, qui sont venus naturellement s'étonner d'une décision qui leur était désagréable, après avoir entendu les explications de Malte, après avoir entendu mes explications, nous avons été pensé qu'il serait bon de nous retirer pour ne pas exercer de pression quelconque. Donc Maltais et Français se sont retirés de la réunion du bureau, qui a discuté, qui a décidé de quitter en effet Malte et de s'installer à Marseille, dans un lieu que beaucoup de parlementaires méditerranéens connaissent bien pour l'avoir utilisé chaque année depuis son inauguration il y a 4 ans par le président Schulz, entouré des présidents des parlements méditerranéens, de tous les présidents des parlements méditerranéens, sud et nord, et il y a eu là une inauguration qui était extrêmement émouvante et une réunion qui ne se reproduira peut-être pas de sitôt. En tout cas, c'est là et à ce moment-là que l'esprit de la Villa Méditerranée, qui a été construite pour ça dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'espère vous y voir un jour, un bâtiment qui est très symbolique avec l'hémicycle qui est en dessous de la mer pour rappeler que nos racines communes à nous tous, c'est la Mare Nostrum. C'est assez lourd, assez fort en même temps comme symbole. Et ensuite un porte-à-faux magnifique qui est une sorte d'arche d'un pont lancé vers l'autre rive ou les autres rives de la Méditerranée. Donc le bâtiment qui est à côté du Mucem est très beau, a une valeur symbolique forte, c'est un objet architectural remarquable. Et les parlementaires méditerranéens l'ont connu parce qu'il y a eu, depuis l'inauguration, une série de réunions où ils sont venus travailler à la Villa Méditerranée, à Marseille, que ce soit pour la NetCOP 21, puisque avant la COP 21 de Marrakech, il y a eu une NetCOP qui a été présidée par le président de la République française et par le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius. Il y a eu une assemblée plénière une autre année du Parlement méditerranéen, plus les 5+5 qui se tiennent régulièrement sur la présidence française en ce moment à la Villa Méditerranée avec le volet parlementaire. Et la dernière réunion, il y a eu une rencontre très, très positive et très intéressante entre le ministre des Affaires étrangères, M. Guéraud, et les représentants du Parlement méditerranéen. Bref, ces parlementaires les plus actifs du Parlement méditerranéen connaissent la Villa Méditerranée, et donc la décision qui a été prise à l'unanimité, et je répète, Algérie, France, Israël, Italie, Jordanie, Maroc, Palestine, Portugal, eh bien, a été de quitter Malte et de s'installer à la Villa Méditerranée, à Marseille. Immédiatement, j'ai fait naturellement un communiqué pour signaler la bonne nouvelle, parce que c'est tout de même une preuve de confiance faite à la France. Le Maroc aurait pu demander à avoir ce nouveau siège, il ne l'a pas fait, et le Maroc a soutenu au contraire la proposition française. L'Italie, Rome, avait aussi la possibilité de demander, elle ne l'a pas fait, elle a soutenu la France, et il n'y a pas eu d'autres candidatures, sinon de soutien à la France, et avec cette unanimité qui maintenant nous oblige. Alors quel est le processus pour terminer rapidement? Le bureau ayant voté à l'unanimité, la décision sera entérinée, mais doit l'être, par l'assemblée plénière qui se tiendra à Porto, fin du mois de février, donc très bientôt, et qui prendra la décision finale. D'ici là, nous sommes en contact, évidemment, pour que le meilleur accueil soit réservé à ce geste de confiance qui a été fait à notre égard, à l'égard de la France. Après tout, nous sommes aussi une ancienne puissance coloniale. Nous avons quelquefois un peu d'arrogance dans le passé. Tout cela aurait pu être désagréable pour notre proposition. Ça ne l'a pas été, ce qui prouve la bonne image de la France. Il faut que nous soyons à la hauteur de cette confiance qui nous est faite. Alors, en ce qui concerne, je vous l'ai dit, la prochaine étape, c'est le Portugal, et ensuite, il y aura, et nous en parlons en ce moment avec le ministère des Affaires étrangères, un accord de siège, puisque un organisme international doit protéger les personnes qui travaillent dans cette organisation, ainsi que les visiteurs qui viennent travailler dans cet endroit. Et donc, c'est l'accord de siège qui sera signé entre l'APM, l'Assemblée parlementaire, et le ministre des Affaires étrangères, pour que, en effet, les parlementaires des pays méditerranéens
qui ne sont pas toujours persona grata ou persona gratée, avec des pays en ce moment qui ont des gouvernements qui sont discutés ou disputés. Et donc, il est nécessaire que, comme à Strasbourg, ou comme à l'UNESCO, ou comme à l'ONU, eh bien, il y ait un statut qui protège les activités de ce Parlement international. Mais de ce côté-là, le Quai d'Orsay, ni le Premier ministre, je parle de Bernard Cazeneuve, ni le Président de la République ne voient d'inconvénient et soutiennent cette initiative, c'est très important. Du côté de la localisation également, la Villa Méditerranée a été construite par la majorité régionale que j'ai présidée pendant 18 ans. Elle a une activité actuellement universitaire, diplomatique, j'en ai dit quelques mots, et le président Estrosi aurait pu en effet avoir une opinion différente, mais le 2 novembre 2016, et depuis nous restons en contact avec lui, Christian Estrosi a déclaré je vais prendre contact avec Michel Vauzel, c'est ce qu'il a fait, il m'a téléphoné dès ce jour-là, c'était le 2 novembre, pour lui dire allons-y, je suis prêt à vous suivre sur cette idée de voir le Parlement de la Méditerranée s'installer à la Villa. Cette hypothèse a plus que jamais du sens au regard du rôle croissant que joue cette institution depuis une dizaine d'années. Donc le président Estrosi était bien au courant de ce qu'était l'Assemblée parlementaire pour la Méditerranée. Et c'est donc en accord avec lui que maintenant nous allons voir des détails plus techniques pour l'arrivée de ce Parlement au cours de l'année 2017. Voilà, mes chers collègues, mesdames, messieurs les journalistes, ce que je voulais vous dire, et naturellement répondre à vos questions s'il y en a. Vous avez dans votre dossier, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est la Villa Méditerranée, et également un petit rappel de ce que eh bien, Marseille, capitale. Pourquoi capitale? Parce que c'est une longue histoire et que Marseille est une ville d'accueil par son histoire, par sa composition humaine et son humanité. C'est une ville d'accueil qui a une bonne, sans parler de l'OM, qui a une bonne réputation dans toute la Méditerranée et dénuée de petites réticences quelquefois liées à la période coloniale dans certains pays que vous connaissez bien de l'espace méditerranéen et liés à la France. Marseille n'a pas cette image. Donc voilà, nous avons un accord qui fait plaisir dans cette période et je pense que ce devrait être une nouvelle étape pour que les parlementaires mettent la main, non pas à la pâte, mais fassent entendre davantage leur voix pour des propositions et des solutions humaines qui vont d'un Erasmus méditerranéen à toute une série d'accords que nous avons et que nous pouvons passer sur les problèmes de formation professionnelle entre notamment les pays du Maghreb et la France ou dans le cadre également du 5+5. Voilà, j'ai été un peu long, je m'en excuse, le sujet évidemment m'emporte facilement, mais j'ai essayé de me tenir correctement devant vous. S'il y a des questions, je vous réponds. Bon, oui, je vous en prie. Moi, la question, la première, c'est le financement, comment ça va se passer? Ça va passer l'État. Chine que vous prenez. La Chine, pas mal. Ici, c'est l'État français qui va supporter. Et puis, donc, effectivement, des parlementaires syriens dans la situation dans laquelle nous sommes. Déjà, vous avez fait, en tant que parlementaire, tous ensemble, quelque chose d'extraordinaire de mettre les Palestiniens et les Israéliens, ce qui ne coûte pas des rues. Aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est eux qui ont bien voulu trouver un endroit. Alors, pour les Syriens, est-ce qu'ils vont pouvoir venir alors que ça ne s'est pas venu? Alors, il y a eu une réunion du 5+5 où le gouvernement français ressentait quelques difficultés à recevoir le président à Marseille du Parlement à la Méditerranée, du Parlement de Tobruk. Et finalement, l'affaire s'est réglée et il n'y a pas eu de problème. Les Syriens ont eu quelques difficultés à venir à une assemblée plénière qui s'est tenue à Monaco. Mais Monaco est un État indépendant et qui a su se faire respecter devant les réticences de la France à recevoir les membres du Parlement syrien. Et donc, ils sont venus à Monaco. Donc, je pense qu'il est clair que si on accepte la présence d'une institution internationale, il faudra accepter que des personnalités qui ne sont pas forcément... Mais il peut y avoir des discussions, des aménagements. Mais en principe, un accord de siège protège le siège,
ceux qui travaillent au siège et les parlementaires qui ont une raison, comme nous avons des raisons d'aller à l'ONU quand il y a une session avec les parlementaires, eh bien de pouvoir venir. Ce sera la discussion qui aura lieu avec le Quai d'Orsay. Je dis à propos de cela que c'est très peu de monde. C'est 6 personnes qui vont s'installer à la Villa Méditerranée, c'est donc pas une énorme administration. Ce n'est pas le siège du Parlement. S'il n'y a pas de siège du Parlement, le Parlement se réunit tantôt à Porto, tantôt à Monaco, tantôt à Marseille, mais c'est le siège du secrétariat général du Parlement, et c'est très important pour le rayonnement évidemment de Marseille et de la France et du rôle que jouera le secrétariat. C'est donc 5 personnes qui vont quitter Malte et qui vont s'installer dans les bureaux qui sont libérés à la Villa Méditerranée, et avec l'existence dans la villa d'un hémicycle, au cas où il y a des assemblées plus élargies ou des assemblées plénières, l'existence dans le porte-à-faux de ce lieu de réunion qui est très agréable, avec une belle vue sur la mer, et qui peut lui aussi servir pour accueillir des parlementaires ou des réunions avec la société civile. Et le financement ? Alors le financement, le Parlement méditerranéen est financé par des contributions des différents parlements méditerranéens, et sa vie est donc réglée par ça. Pour ce qui est de l'aménagement, la Villa Méditerranée est en plein fonctionnement, chacun en est le témoin. Donc il y a maintenant une discussion qui doit exister sur certains problèmes qui tiennent à l'entretien de la villa elle-même, avec le président Estrosi, avec le maire de Marseille, avec la présidente du Conseil général, et bien sûr avec l'État, parce que l'État ne peut pas naturellement se désintéresser du geste qui est fait par les Méditerranéens et qui doit être pris en compte par solidarité avec la région qui accueille ce Parlement. Donc voilà des discussions qui ont lieu en ce moment dans un excellent climat. Moi, je voudrais juste excuser Gaby Charon, qui est député maire de Martigues et qui souhaitait participer à cette rencontre. Vous dire que je suis Jacqueline Fraisse, députée des Hauts-de-Seine, mais que je représente donc l'ensemble du groupe, manifester notre intérêt et notre soutien à ces initiatives qui nous paraissent extrêmement importantes, notamment au regard des conflits et de tout ce que vous avez dit, mais aussi pour le développement de la personne humaine, de la laïcité, du droit des femmes, etc. Je pense que cette démarche est extrêmement intéressante d'un point de vue général, et donc je me félicite qu'il y ait eu un consensus pour que le siège de l'association soit plus accessible, je dirais, pour tout le monde. Voilà, ça apportera une belle image, je crois, à la ville de Marseille. Et je pense qu'il y a un horizon utile là qui s'ouvre, d'autant que je vois que vous parlez d'un Parlement pour la paix en Méditerranée. Oui. On ne peut pas avoir un objectif plus élevé, me semble-t-il, qui regroupe effectivement beaucoup de problématiques que vous avez. Oui, parce que les cycles d'APN et autres ne parlent pas forcément au grand public, Oui. et moi qu'on puisse dire, ni même pour la presse. Et je remercie les journalistes qui sont venus, parce que, en effet, un Parlement pour la paix, c'est ce dont tout le monde ressent besoin en ce moment, et qui peut le mieux faire que des parlementaires qui ont encore une fois cette liberté de proposition et de parole que nous avons pu, nous, en tant que parlementaires, ressentir tout au long de notre existence de parlementaire. Combien de fois les gouvernements étaient heureux de voir qu'à l'exemple de tant d'autres pays, les États-Unis ou d'autres pays, on utilise les parlementaires pour ouvrir des pistes, pour garder le dialogue et pour faire qu'il n'y ait pas simplement la rigueur de la diplomatie d'État. Donc ce que vous dites est important. Et puis la volonté également des parlementaires de rendre plus visible leur action, qu'elle ne l'était à Malte, et également d'ouvrir le débat à la société civile. Lors de l'inauguration, la Fondation Annalint, qui rassemble la jeunesse méditerranéenne, était là. Et il y a eu à un moment, comme lors du rassemblement, j'exagère un peu, mais l'émotion était égale presque, et comme au moment où le tiers-État a décidé les États ont décidé de se rassembler pour créer l'Assemblée nationale, il y a eu un moment d'émotion où les jeunes méditerranéens de la Fondation Lint et les députés et sénateurs et présidents de Parlement plutôt
ont décidé de siéger dans la même salle. Et il y a eu des échanges tout à fait extraordinaires. J'en citerai qu'un. C'est un moment où M. Azoulay, qui est conseiller du roi du Maroc et le père de notre ministre de la Culture, a dit « Vous, la jeunesse, vous êtes l'avenir ». Ce qu'on dit souvent en leur tapant dans le dos, et c'est sympathique. Et il y a une doigt qui s'est levée, assez viril, et un jeune homme de 17 ans, algérien, parce que je suis allé le voir après, et qui a dit « Excusez-moi, mais nous ne sommes pas l'avenir, nous sommes le présent, nous entendons bien, dès maintenant, bien notre monde. » Donc voilà, c'était la révolution, et c'était très bien. Et ça m'a beaucoup touché, et je pense que c'est ça que doit représenter le Parlement méditerranéen à Marseille. Je note que la Grèce ne figure pas parmi les pays. Parce qu'elle n'est pas au bureau. Mais la Grèce est membre du bureau, comme le Liban, mais la Grèce est membre du Parlement. Tous les pays, il n'y a pas un pays qui ne soit pas membre du Parlement. Les 27 pays sont membres. Oui. Pour nourrir cette nouvelle dynamique de cette installation, est-ce que vous allez vous inspirer, peut-être en négatif, de ce qui a raté à la conférence de Barcelone et tout, et qu'est-ce qu'il faudrait ne pas faire pour pas que ça... Enfin, moi, oui. Oui, moi je voulais dire quelques mots pour dire que je ne suis pas encore impliqué dans le Rhône. Dommage. Dans une autre vie sans doute, mais que le Ça fait. ne va pas du dire dommage. Le fait qu'il y ait le transfert de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée en France et particulièrement à Marseille, je pense que ça parle à l'ensemble du territoire. C'est ce que je voulais dire en tant que témoin de cette amis. Je pense que Jacqueline Fraisse pourrait dire la même chose pour les quartiers populaires que nous représentons, et que c'est aussi de ce point de vue-là une excellente décision que nous approuvons. Merci beaucoup. La question que vous aviez posée, c'est qu'est-ce qui va faire que... Alors, il faut surtout éviter toute critique. Voilà. Donc, aucune critique, merci beaucoup, aucune critique sur Malte, aucune critique sur tout ce que ce soit, simplement du positif, de la joie et de la bonne humeur, et c'est le cas d'ailleurs. Donc, ce qui me paraît, ce qui a paru manquer douloureusement au Parlement méditerranéen, à l'Assemblée parlementaire méditerranéenne, c'est qu'on se réunissait toujours dans des endroits agréables. Autour de la Méditerranée, c'est difficile de trouver un endroit désagréable. Donc, l'agrément était bien, on se réunissait, on écoutait un ou deux conférenciers, quelques spécialistes, et puis on se séparait après un repas quelquefois discutable sur une nourriture méditerranéenne de toute façon, donc indiscutable, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc, enfin, on ne se réunissait pas pour des raisons culinaires. Donc, il a paru indispensable, surtout après cette expérience qui m'a beaucoup marqué de ce rassemblement de jeunes et de parlementaires. Je crois qu'il est souhaitable qu'il y ait des commissions qui travaillent régulièrement, qu'il y ait des sujets abordés avec des solutions apportées et des réflexions apportées. Sur la laïcité, nous avons besoin de parler du dialogue des religions, de la coexistence des religions, et sinon des religions, des cultures, dans une Méditerranée où nous avons cette communauté de destin face à la guerre, face au racisme, face au problème du développement économique et de la coopération économique, et aussi un rôle singulier à jouer, parce que dans ce processus, on a remarqué que le 5+5 était très apprécié du côté de l'Afrique du Nord comme de l'arc latin et de la Grèce, parce que... non, il n'y a pas la Grèce, pardon. C'est bien le bassin occidental. Parce qu'on parle de choses très concrètes. Formation professionnelle, problème des jeunes, problème de la drogue, problème des migrants, etc. Donc je pense que si les parlementaires arrivent à travailler entre parlementaires et à faire des recommandations avec une certaine force de publicité, et en s'appuyant parfois sur la société civile et sur la jeunesse dans ces réunions, on peut avoir une assemblée qui prenne son ampleur dans une nouvelle étape où elle se ferait mieux connaître, elle et ses travaux. Et que les gouvernements, en tout cas c'est le cas du gouvernement français, reconnaissent que les parlementaires peuvent apporter un plus à la grande difficulté que l'on a de définir ou de rendre lisible une politique méditerranéenne. Je disais tout à l'heure pour les Quai d'Orsay, il y a les problèmes du Sud, on parle du Sahel, on parle de la Libye, puis on parle ensuite de la Palestine et d'Israël, puis on parle de la guerre en Syrie,
des problèmes posés par les Kurdes, par les Turcs, mais jamais il y a une expression d'un certain nombre de points que j'ai énoncés, depuis le tourisme de masse est essentiel à l'économie du Sud, comme du Nord d'ailleurs, jusqu'aux problèmes liés au climat, à l'évolution du climat. Donc je pense que si les parlementaires organisent mieux leur travail, le rendent plus lisible, il me semble que, et l'organisent comme une vraie assemblée parlementaire, c'est-à-dire travail en commission, discussion en séance plénière, et puis ensuite publicité donnée à ces travaux, ouverture à la société civile, je pense qu'on pourra trouver, poussé d'ailleurs par les événements violents du moment, on pourra trouver une bonne façon de répondre à un certain nombre d'inquiétudes. Oui, en tant que députée de la Bretagne, donc rien à voir avec la Méditerranée, mais présidente du conseil d'administration du Conservatoire du littoral, vous dire que lorsque justement nous étions à Marrakech, nous avons travaillé avec le Conservatoire, déjà avec différents pays qui bordent la Méditerranée, parce que la Méditerranée aussi, son environnement est très fragile, notamment la mer en tant que telle, et avec le Maroc et d'autres pays, l'Albanie, des petits pays qui contournent la Grèce, qui contournent la Méditerranée, y compris aussi la Tunisie, l'Algérie, il y a une volonté justement de pouvoir se retrouver entre parlementaires qui s'occupent un peu plus de l'environnement et de pouvoir justement mettre en œuvre et savoir justement ce que chacun peut apporter pour protéger ce beau littoral méditerranéen, protégé par la nature, avec des solutions ouvertes par la nature. Et justement, peut-être que le fait que ce soit à Marseille, ça pourrait, j'espère, simplifier justement ces réunions autour d'une table, avec chacun ses expériences et chacun après mettre en application pour la préservation, parce que c'est pas pareil de l'environnement, mais c'est tellement important à la Méditerranée. Elle a tellement beaucoup de choses à respecter. Et les deltas, les conventions, voilà, la convention Ramsar, aussi un la exemple Camargue, le Guadalquivir, on a beaucoup de réunions, d'autres mers tout à fait. Voilà, c'est ce que je voulais apporter. Je pense que c'est ça Tout à fait. extraordinaire. On J'espère qu'on pourra organiser quelque chose. Oui. Juste un petit, est-ce que pour le lancement de cette nouvelle étape, vous auriez une idée de nouvelle initiative en faveur des immigrés, d'accueil et tout? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que ça pourrait marquer le lancement? Puisque vous parliez de la honte de beaucoup de gens de tous avoir failli. Mais est-ce que là, il y a une piste que vous pourriez en urgence, même au lancement, trouver? C'est certainement un des points sur lesquels le Parlement, les parlementaires peuvent apporter quelque chose en disant, comme l'avait fait le président de la région qui était allé se faire entendre au Parlement à Bruxelles, reçu par le président Schulz à l'époque, et à Bruxelles, nous étions une délégation avec le président de la Sicile, la maire de Lampedusa, c'était très émouvant là aussi, et mais une fois que nous avons crié, nous sommes tous méditerranéens, avec la signature de 100 parlementaires français, c'est à nous qui prenons des décisions pour envoyer la flotte pour recueillir les personnes qui se meurent en Méditerranée. Et nous avons observé avec intérêt, comme dirait le langage plus diplomatique, que des choses ont été faites, quelques décisions ont été prises, très insuffisantes me semble-t-il, et d'autre part que l'idée d'une conférence qui permettrait de voir comment l'Europe et l'Afrique peuvent travailler à ce qui éviterait l'émigration massive produite par les problèmes économiques, sociaux et climatiques de l'Afrique subsaharienne serait quelque chose de très important. Donc le Parlement me semble être bien... Alors, quand est-ce que cela pourra être fait? Sans doute à Lisbonne, à Porto, donc dès la prochaine assemblée plénière qui sera à Porto. Vous avez dit personne, vous avez une idée de ce qu'il faut les sanctionner, il faut faire quelque chose? Moi, je ne suis qu'un petit parlementaire, membre de l'Assemblée, et donc attendons un mois de voir comment les parlementaires méditerranéens, si ça pouvait être la même unanimité, ce serait magnifique, que celle qui a décidé de s'installer à Marseille. Mais moi, je ne souhaite rien dire sur ce point avant la réunion qui a lieu dans un mois et qui aura une autre autorité que la mienne. Oui, on va terminer. Oui. Est-ce que vous pensez que le fait que ce Parlement va être installé à Marseille, donc il y a plus d'accessibilité, plus de voyages, plus de choses de travail, est-ce que vous pensez ou espérez qu'à un certain moment, vos préoccupations, vos résolutions, vos demandes pourraient être reprises par les différents parlements
à ce qu'on passe dans une chose concrète, parce que vous êtes ceux qui connaissent le mieux cette région par rapport au développement du différents pays. Non, Que vous puissiez peut-être cette gestion, demain, faire des propositions concrètes. Restons, si vous voulez, restons là sur attendons la réunion qui aura lieu dans un mois, la confirmation de la décision du bureau qui, à mon avis, ne souffrira pas de problème. Et donc, je pense que le simple fait du choix de la France, avant Marseille, c'est quand même la France, est un élément extrêmement important. Et le président de la République, comme les personnalités de la droite républicaine que j'ai rencontrées, ont bien saisi l'intérêt de la chose. Chacun comprend également que Marseille, face à Barcelone, et face au Marseille de la Chine qui a eu lieu, sera confortée, et la France avec elle, par la présence du Parlement méditerranéen. Donc, et puis la facilité de venir à Marseille, puisque dans le dossier, en tout cas celui de candidature, que j'avais fait parvenir à tous les parlements intéressés, il y a cette façon d'être lié à Marseille très facilement de toutes les capitales de la Méditerranée. Je vous remercie infiniment pour votre gentillesse, votre patience et le fait d'être venu jusqu'ici, et notamment mes collègues, mes amis, que je remercie beaucoup, et les représentants d'éminentes personnalités qui sont ici. Merci madame, merci monsieur.